Bonjour tout le monde, moi c'est Axe, québécois, ancien combattant volontaire en Ukraine. Puis mon message aujourd'hui, c'est on a raison de soutenir l'Ukraine, on doit continuer à le faire. J'ai deux objectifs en témoignant. Un, je veux honorer la mémoire de mes frères d'armes. Je veux faire ça en vous contant des histoires de courage. Puis deux, je veux sensibiliser le public au fait que cette guerre-là continue et que ces gens-là ont besoin de notre aide. Moi, je l'ai vu personnellement, j'ai vu l'utilisation indiscriminée de bombes à sous-munitions, d'armes thermobariques contre des cibles civiles. J'ai vu une vieille dame regarder la destruction de son village en direct pendant qu'on la mettait dans un véhicule blindé. Le format. Devant moi, j'ai les questions que j'ai reçues le plus de la part des membres de ma famille et mes amis depuis que je suis de retour. Puis j'ai l'intention de passer à travers avec vous. Mais avant ça, je veux faire 3 avertissements. Un, je vais juste vous parler des faits, ce que moi j'ai vu dans ma zone, dans mon unité. Puis ce que je vais vous dire, c'est pas nécessairement représentatif de ce qui se passe sur le restant du front. Ça, je veux que ce soit clair. J'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. 2, moi, ce que j'ai vécu, donc j'ai été là-bas, j'ai été parti 5 mois, dont 4 sur le front Est. Mais ce que j'ai vécu, c'est une fraction de ce que d'autres volontaires internationaux ont vécu, puis c'est surtout une fraction de ce que les Ukrainiens qui sont sur le front, pour certains depuis 12 mois, ont vécu. Donc, si je prends la parole aujourd'hui, c'est avant tout pour eux et pour elles. Puis, le troisième avertissement, pourquoi je suis masqué? 1, parce que je veux pas de gloire personnelle, et 2, parce que je veux que ma vie privée reste privée. Donc, allons-y. Donc, première question que les gens me posent, c'est qu'est-ce que tu faisais avant de partir en Ukraine et qui tu es? Donc, je suis avocat. Je suis spécialisé en droit international des droits humains et droit international des conflits armés. Simultanément, j'ai aussi fait une carrière de 7 ans dans les Forces armées canadiennes, une partie à temps plein puis une partie à temps partiel. Puis ça, c'est ce que je faisais. Donc, avant de partir en Ukraine, j'étais à temps partiel militaire puis à temps partiel avocat. Puis la question qui suit généralement, c'est pourquoi est-ce que tu es parti là-bas? Pourquoi tu es parti en Ukraine? Puis est-ce que ça vaut la peine de partir en Ukraine? Moi, je suis parti là-bas parce que, au fond de moi, j'aime pas les bullies. J'aime pas les intimidateurs. Et que ce soit dans l'autobus scolaire ou à l'échelle internationale. Puis j'étais juste scandalisé, révolté. Je suis pas capable de rester assis. J'étais pas capable de rester assis quand il y a des civils innocents qui se font bombarder. Puis, je sais qu'on appelle ça une guerre, mais il faut rappeler ce que c'est en vrai. C'est une invasion, c'est une attaque. C'est devenu une guerre parce que l'Ukraine a résisté, mais avant tout, c'est une invasion. Puis si je suis devenu avocat, c'est parce que je crois en l'état de droit. Là, c'est quoi ça, l'état de droit? C'est la certitude que comme citoyen, quand tu te fais arrêter par la police ou quand tu traites avec le pouvoir politique, tu vas être jugé par des règles. Pas à cause de ton affiliation politique, ethnique, religieuse. La règle de droit, c'est l'opposé de la règle du plus fort. Puis moi, quand la Russie a envahi l'Ukraine, ce que j'ai vu, c'est avant tout une violation de cette règle-là. Ça vient me chercher. Puis je pense que si on se soucie de ces valeurs-là, on doit défendre l'Ukraine, puis on doit l'appuyer. Puis je suis aussi devenu militaire parce que je pense que la liberté, la règle de droit, la démocratie, c'est fragile, puis on doit être prêt à la défendre. Donc, c'est ça. J'aurais pas pu rester assis au moment où toutes mes convictions m'appelaient à y aller. Donc, c'est pour ça que je suis parti, puis c'est pour ça que je suis allé en Ukraine. La prochaine question, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Moi, avant de partir, D'abord, j'ai organisé une collecte humanitaire pour comme faire ça en 2 phases. J'avais comme une partie humanitaire, une partie militaire. Fait que ma communauté et moi, on s'est mobilisés. On a récolté des denrées essentielles. Là. J'ai fait la liaison avec les ONG et les ministères en Ukraine et en Pologne pour voir de quoi ils avaient besoin. Puis ensemble, on a collecté environ 8 000 $ pour 100 kilos d'équipement qu'on a envoyé en Ukraine. Moi, je suis parti avec l'équipement. Puis en Pologne, là où l'équipement est arrivé, je me suis assuré qu'il était réceptionné. En Ukraine, j'ai rejoint une unité dans laquelle je suis resté quelques semaines. J'ai donné de la formation à des soldats ukrainiens et à des militaires internationaux.
Puis après, j'ai rejoint la Légion internationale. Dans la Légion internationale, j'ai fait une courte sélection, puis finalement, j'ai atterri dans la compagnie séparée des opérations spéciales de la Légion internationale dans une unité de reconnaissance. Ça, c'est grosso modo ce que j'ai fait. Les 4 mois que j'ai passés sur le front, je les ai passés dans une unité de reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est le travail d'aller dans l'espace entre la dernière ligne ukrainienne et la première ligne russe et noter les positions russes pour les rapporter à l'artillerie ou si on reçoit l'ordre de les prendre d'assaut. Puis, typiquement, notre travail, c'était des missions, ça durait de 12 heures à 48 heures. Comment ça marchait? On fait l'insertion en véhicule blindé jusqu'à la limite des mines anti-chars. Là, les véhicules blindés ne peuvent pas aller plus loin. Là, on débarque. Après ça, on marche. Donc, on fait une insertion à pied pendant généralement 2-3 km. On dépasse la dernière ligne ukrainienne, puis là, on fait notre travail de reconnaissance. Donc, on essaie de repérer les positions russes ou, s'il faut, on les prend. Puis, entre les missions, on s'entraîne, on récupère, on se repose, on mange, puis on y retourne. Ça ressemble à peu près à ça, mon travail là-bas. Après, comment est-ce que je me suis préparé? Bien, je ne suis pas parti tout de suite. Donc, première chose, ça a été d'expliquer ma décision à ma famille et mes amis. Puis il faut que je dise que tout le monde m'a soutenu, même si c'était difficile pour eux. J'ai vendu ma voiture, laissé mon appartement. J'ai quitté mon travail comme avocat. J'ai libéré les Forces armées canadiennes. Ça veut dire que j'ai rendu mon équipement, tout mon équipement, puis j'étais plus un militaire des Forces armées canadiennes. Après, j'ai fait un entraînement physique comme j'ai jamais fait dans ma vie. Mais là, toutes les nuits, je m'entraînais avec des plaques balistiques. Les plaques balistiques, c'est des plaques en métal ou en composite qui sont quand même lourdes, qui peuvent arrêter des calibres dépendant de l'épaisseur de la plaque. Psychologiquement aussi, je suis retourné dans les outils que j'avais appris et que j'avais utilisés dans le passé pour la résilience. Il y a certains de ces outils-là que j'ai appris dans les Forces armées canadiennes, puis il y en a d'autres que j'ai appris dans ma carrière civile. Puis j'ai ensuite acheté tout mon équipement moi-même, avec l'aide d'amis. Ma communauté m'a aidé. Ça veut dire le casque, l'uniforme, les plaques balistiques, le billet d'avion, les vêtements d'hiver, tout, les médicaments, tout. Ça, c'était la préparation. Après, les gens, ils se demandent, c'est quoi la Légion internationale? La Légion internationale, c'est un corps de l'armée régulière ukrainienne qui a été créé pour accueillir les gens qui veulent venir aider en Ukraine, fait que les volontaires internationaux, parce qu'on vient tous là-bas sur une base volontaire. Puis ça a été créé à l'initiative du président Zelensky, qui a fait un appel à l'aide au début de la guerre à tous les vétérans et toutes les personnes qui ont une formation militaire. Puis comment ça fonctionne dans la Légion internationale? Puis le nom, c'est Légion internationale pour la défense de l'Ukraine. Ça fonctionne avec des volontaires internationaux. Dans mon équipe, on avait plus d'une douzaine de nationalités et on est sous les ordres d'un officier ukrainien. Puis on est incorporé à l'armée régulière ukrainienne. Ça, c'était très important pour moi. C'était important pour moi d'avoir un statut légal en Ukraine. Ça veut dire être un combattant en vertu des conventions de Genève. Pour être un combattant légal, il faut être incorporé à l'armée régulière d'un pays. Puis, pour être incorporé à l'armée régulière d'un pays, il faut avoir un certain nombre de choses. Il faut avoir des signes distinctifs, une chaîne de commandement claire. Un des signes distinctifs clairs qu'on avait, puis ça, vous l'avez probablement tous vu sur des photos, c'est le fameux tape. Fait que ce tape-là, il change de couleur régulièrement, mais c'est le signe distinctif qu'on utilise pour savoir qu'on est avec l'armée ukrainienne. Après, on avait l'uniforme ukrainien, les drapeaux ukrainiens. Fait que c'est ça la Légion internationale. C'est des volontaires de partout dans le monde qui viennent pour combattre dans l'armée ukrainienne pour l'Ukraine. Prochaine question. Est-ce que l'Ukraine va gagner la guerre? Et combien de temps ça va durer? Là, c'est sûr qu'on rentre dans l'opinion. Donc, j'ai pas la science infuse. Moi, je peux vous dire une chose. Mon officier ukrainien, c'est l'homme le plus courageux que j'ai rencontré de ma vie. Je vais en reparler plus tard, là, mais il y a une fois où il est parti sous une pluie d'obus de mortier. Là, les mortiers, c'est des petits canons qui lancent des obus, puis les obus, ça tombe par terre, ça explose, puis c'est les morceaux de métal qui blessent les gens.
Parce qu'il y avait un soldat ukrainien qui était blessé, puis on l'entendait. Puis mon officier, je n'étais pas sur cette mission-là, j'ai vu le vidéo GoPro. Il est parti, puis il est revenu à travers la pluie d'obus avec le gars sur son épaule. C'était hallucinant. Donc, les Ukrainiens avec qui j'ai travaillé sont parmi les gens les plus courageux que j'ai vus. Ils se battent avec leur cœur, ils se battent contre un ennemi qui est supérieur en nombre de combattants, un ennemi qui est supérieur en nombre d'artillerie, de gros canons, de chars, de tanks. Puis moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Ukraine va gagner la guerre, va encore faire des gains, mais seulement si on la soutient avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut. Ces gens-là ont besoin de notre aide. Donc, est-ce que ça va finir vite? Non, mais est-ce que l'Ukraine va gagner? Oui. Est-ce que tu avais peur de mourir? Oui. Je vous promets que tout le monde qui a été sur ces missions-là avait peur de mourir. Il y a juste les fous qui n'ont pas peur de mourir. Puis, histoire, il y a un seul gars que j'ai rencontré qui n'avait pas peur de mourir. C'est un gars qui avait le cancer en phase terminale. Puis lui, il partait sur chaque mission, puis il était prêt à ce que ce soit sa dernière. Mais pour les autres, avant chaque mission, on disait au revoir à la vie. On prenait le temps de parler aux gens qu'on aime. On pensait, on mettait nos choses en ordre, les regrets qu'on peut avoir de choses qu'on n'a pas dit à des amis, à des ex. Je vous promets que tout le monde entre les missions, ils ont écrit des messages à des personnes à qui ils n'ont pas parlé pendant des années. Donc peur, oui, tout le monde a peur, mais le courage, c'est pas de pas avoir peur. C'est avoir peur, mais y aller quand même. Puis c'est pour ça que je veux raconter, puis témoigner, c'est parce que les gens que j'ai vus, c'était des gens courageux, pas parce qu'ils n'avaient pas peur, mais parce qu'ils y allaient quand même. Puis c'est ça dont je voulais plus parler, c'est les histoires de courage. Parce que moi, j'ai décidé de prendre la parole parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas le faire. Puis si je ne parle pas, personne ne va connaître leur courage. Donc, je ne peux pas faire la liste de tous les actes courageux que j'ai vus. Je vais juste en couvrir 3. Le premier, c'était pendant une mission, un des gars de mon équipe, à ce moment-là, j'étais rendu team leader de mon équipe, un Australien, a été blessé par du shrapnel, donc du métal. On a dit tout à l'heure que les obus tombent du ciel, ça explose, puis ça envoie en moyenne 2000 morceaux de métal à une vitesse plus rapide à une balle de fusil. Puis c'est ça qui blesse les gens. C'est pas nécessairement le choc de l'explosion, même si ça te fait une commotion cérébrale. Fait que lui a été blessé par un morceau de shrapnel, avec un trou d'1 pouce de large, 6 pouces de profond. Puis il a décidé de continuer la mission. Puis j'ai donné le choix. Puis si jamais il voulait faire un medevac, une évaluation médicale, moi, il fallait qu'on annule la mission, parce qu'il fallait envoyer d'autres gars avec lui. Donc, en choisissant de continuer, de un, il nous a permis de réaliser la mission, qui était vraiment importante pour l'opération plus grosse qui avait lieu à ce moment-là. Puis, en plus de ça, après 14 heures de mission non-stop, quand on a finalement réussi à s'exfiltrer, il a donné sa place dans le véhicule blindé d'évacuation à un prisonnier russe, qui était blessé aussi. S'il n'y a pas un plus bel acte de bravoure que ça, je ne sais pas. Deuxième exemple, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais mon officier ukrainien. J'aurais 15 histoires sur lui, mais je vais juste en compter une. C'est une mission, l'équipe est abritée sous un espèce de petit pont qui n'offre pas beaucoup de protection. Puis à ce moment-là, les Russes ont déjà trouvé la position, puis sont en train d'envoyer tout ce qu'ils ont comme mortier et comme lance-grenades automatiques. Il y a déjà plusieurs blessés dans l'équipe, puis à ce moment-là, il y a un Ukrainien qui est en train de crier parce qu'il a mal, puis lui, il est dehors. Il s'est fait blesser avant que l'équipe puisse se mettre à couvert. Puis, à ce moment-là, notre officier ukrainien, il s'est levé, il est parti debout au milieu des obus qui tombaient, puis il est revenu 3 minutes plus tard avec l'autre Ukrainien par-dessus son épaule, puis il l'a ramené, puis c'est juste incroyable. Puis ça, c'est pas un volontaire international, puis je veux pas compter des histoires seulement sur les volontaires internationaux, mais aussi vous montrer le courage des Ukrainiens. Ça, c'est un papa, il avait tout à perdre. Puis en plus, cet officier-là, à de nombreuses reprises, il s'est fait demander de rester au QG, mais à chaque fois, il insistait pour partir en mission. Pas parce qu'il aime l'adrénaline, mais parce que, comme moi, comme les autres, il ne peut pas concevoir que tes frères d'armes aillent quelque part, puis que tu ne sois pas là s'il arrive quelque chose.
ça, c'était ma deuxième histoire. Puis ma troisième histoire de courage, qui est, je pense, pour moi, la plus touchante, c'est une mission. On est sur une ligne d'arbre. Il y a un champ à droite puis à gauche, encore une fois, comme sur beaucoup de missions. Moi, je suis point man, ça veut dire en avant. À ce moment-là, je n'étais pas encore team leader. Fait que je suis point man, puis c'est une mission de reconnaissance. On sait que devant nous, il y a une tranchée avec 4 ou 5 Russes. C'est ce que le drone thermal nous a dit. Le drone thermal, c'est un drone qui est capable de voir la chaleur corporelle. On s'avance, on fait des pauses. À chaque fois, nous, on regarde avec nos lunettes thermales pour voir s'ils sont pas loin. Il n'y a aucun bruit. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a une autre ligne d'arbre à 300 mètres de nous, puis plus loin, sur cette ligne d'arbre-là, il y a un tank russe. On l'a vu, puis il a tiré sur des positions en arrière de nous, les positions ukrainiennes, mais il ne sait pas qu'on est là parce que nous, on est entre les positions ukrainiennes et les positions russes déjà. Fait qu'on s'avance, puis d'un seul coup, j'entends une explosion à droite. Puis il y a un gars de mon équipe qui a été blessé par un piège explosif. Il fallait faire une intervention médicale rapide. J'ai mis un garrot. Rapidement, donc j'ai calé médic à la radio, puis rapidement, on lui a donné de l'attention médicale pour pouvoir l'évacuer, le stabiliser avant de l'évacuer. Sauf qu'à ce moment-là, moi, ce que j'avais pas vu, c'est que plus loin, puis on peut le voir sur l'image, plus loin, il y avait un autre piège explosif à 5 mètres. Puis ces 2 pièges explosifs-là, ils ont un rayon de létalité de 50 mètres, avec une fragmentation directionnelle. Ça veut dire que ça explose puis ça envoie du métal à 50 mètres en avant. Moi, je ne l'avais pas vu. Il y a un gars de mon équipe qui l'a vu. Ce qu'il a fait, parce qu'il savait très bien qu'on ne pouvait pas déplacer le blessé à ce moment-là, il est venu se mettre entre le piège explosif et nous. Il est resté là pendant 8 minutes, juste à garder la direction de laquelle les Russes pouvaient venir, en face du piège explosif. Puis, typiquement, la procédure des Russes, c'était d'avoir un premier piège explosif avec un fil, que si tu marches, puis tu touches le fil, le piège explose. Puis le deuxième fil, le deuxième piège, lui, il va avec un fil électrique jusqu'à la tranchée russe. Puis quand ils entendent le premier partir, ils font sauter le deuxième. Donc ce jour-là, ce volontaire-là a risqué sa vie en faisant face au piège explosif qu'il voyait pendant 8 minutes pour nous sauver la vie si ça explosait. Puis en mission, il y a eu plein de fois où j'ai pensé mourir, puis j'ai eu très peur. Des close calls, il y en a eu plein. Je vais vous en compter quelques-uns parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Je vais en compter 5. Le premier, c'est après une mission de reconnaissance. Fait que là, c'était dans une ligne d'arbres d'une vingtaine de mètres de large. À gauche puis à droite, c'est des champs. Des champs qui sont détruits par les obus. Il y a des cratères partout. Puis, on a fait notre mission de reconnaissance. On a eu un échange de feu avec les Russes. On était capable de les entendre, mais eux nous ont entendus aussi. On a fait l'échange de feu. On s'est replié jusqu'à la dernière ligne ukrainienne. Là, on était dans des trous. Et il y a un char russe qui nous a tiré dessus. Je ne vous raconterai pas en détail. C'était pas la première fois que je me faisais tirer dessus par un char, mais cette fois-là, le tir il était tellement précis. Il est arrivé à ma droite. Moi, j'ai été projeté. Presque ma tête au complet était dans le trou. Il y avait juste mon casque qui dépassait. Puis à ma gauche, il y avait un Ukrainien. Je ne veux pas dire son nom, mais lui a été atteint. Puis il est mort en 15 secondes. Take his pulse, and confirm, OK? L'obus de char a aussi atteint, à côté, il y avait un arbre, puis il y avait un missile Stinger, puis des roquettes de RPG, puis ils ont explosé. Et puis ils ont continué à pitcher du métal fondu sur nous dans le trou pendant un bon 15 secondes. Ça m'a brûlé une partie du visage, puis ça a brûlé mes pantalons aussi, là, j'ai une photo. Après ça, j'ai été à l'hôpital.
pour des blessures vraiment légères. Mais une des choses, ça c'était un close call, vous pouvez voir ici que il y avait juste ma tête qui dépassait, puis il y a un morceau de métal qu'on appelle ça du shrapnel. Le shrapnel, c'est du métal qui vient d'un obus. Fait qu'il y a un morceau de métal qui a traversé ma GoPro et qui a continué son chemin, mais c'est pas passé loin. Fait que la survie, elle est beaucoup due à la chance aussi. Ça, c'était un close call. Un autre close call, j'étais en train de mettre ce qu'on appelle un booby trap. Un booby trap, c'est un piège explosif, OK? C'est un piège que tu peux mettre, puis tu peux aller faire d'autres choses, puis si jamais l'adversaire ou l'ennemi essaie de te prendre par le flanc, par exemple, le piège va se déclencher, puis on va l'entendre. Puis là, encore une fois, moi, comme avocat, attaché aux conventions de Genève, j'étais retourné dans les conventions de Genève, regarder c'était quoi les règles, parce que les booby traps ou les pièges explosifs, c'est interdit par les conventions de Genève, sauf si tu respectes certaines conditions. Il faut que ce soit géolocalisé, donc que tu prennes la grid, les coordonnées. Il faut que ce soit dans un endroit où il n'y a strictement aucune chance que des civils se promènent. Faut qu'il ne soit pas fait pour causer des souffrances inutiles, comme avec des pieux empoisonnés dans le sol. Moi, j'ai jamais vu ça, mais c'est les exemples des conventions de Genève. Évidemment, il ne faut pas que ce soit sur un corps. Les Russes ont été accusés de faire ça dans les alentours de Kiev au début de l'invasion. Donc, je me suis assuré de respecter tout ça. Puis l'histoire, c'est que je suis en train de poser mon piège explosif. C'est une grenade F1, donc qui ressemble à un ananas, que j'attache à un arbre avec du tape. Puis dans le fond, je remplace la pine de la grenade par une attache à papier. Sauf que là, mon attache à papier ne veut pas rentrer dans la grenade. La grenade est déjà attachée à l'arbre, puis je ne peux pas la lâcher. Puis j'entends des hélicoptères qui approchent. Puis c'est vrai que la chose qui me fait le plus peur dans ce monde-là maintenant, c'est les tanks, mais les hélicoptères sont pas loin derrière. Fait que j'entends le bruit des hélicoptères, il y a ma sécurité qui est à 15 mètres de là, puis qui est en train de surveiller l'Est, où les Russes sont, puis lui, il m'appelle, puis il me dit « Choppers, choppers ». Puis moi, il faut que je fasse un choix. Dans le fond, j'ai la grenade. Si je la lâche, j'ai 4-5 secondes, je sais que c'est passé pour me mettre à l'abri, ou j'espère que les hélicoptères sont pas là pour moi. Puis ce jour-là, les hélicoptères n'étaient pas là pour moi, mais j'ai quand même éteint la GoPro. Vous allez pouvoir voir la vidéo. J'ai éteint la GoPro juste après qu'il commence à tirer parce que je voulais pas filmer ma mort. Le troisième close call, ça a été que là, on était dans le No Man's Land. Fait qu'on était en train de faire notre mission de reconnaissance. On a pris position, puis là, soudainement, on voit une équipe de mortiers russes. Les mortiers, comme j'ai déjà expliqué, c'est un tube. Typiquement, c'est 3-4 personnes. Mais maintenant, les Russes, ils utilisent aussi des opérateurs de drones rattachés à leurs équipes de mortiers. Puis nous, on les voit, on voit l'éclat puis la fumée à chaque fois qu'ils tirent. Fait qu'on demande l'autorisation d'engager, on reçoit l'autorisation d'engager, sauf qu'ils nous avaient vus aussi. Puis ce jour-là, on a échappé par la chance. Comme on voit dans la vidéo, les obus tombaient proches, puis c'est rendu là, c'est pas de la compétence, c'est de la chance. Quatrième close call, c'était... j'étais dans une maison détruite, dans un village. Là, on était dans le cadre d'une opération plus grande. Les combats étaient vraiment intenses. Il y avait des chars russes, des T-90, qui étaient à quelques centaines de mètres, puis qui tiraient sur le village. Puis moi, j'allais de maison en maison pour rejoindre une autre partie de mon équipe. Puis, à un moment donné, je suis en train de me cacher parce qu'il y a un drone russe. Je suis dans le cadre d'une fenêtre, là, je suis par terre, puis il y a un drone russe que j'entends, puis que je vois, puis qui m'a vu. Puis là, j'entends un bruit de char. Et quand je vous dis que le char, c'est l'affaire qui me fait la plus peur au monde, un char, ça peut te mettre un obus dans une fenêtre à 3 km. C'est une machine à tuer. Oui, tu peux le détruire avec des roquettes anti-char, mais il faut qu'il t'ait pas vu. S'il te voit, c'est fini. T'as aucune chance. You've got one friendly tank incoming. One friendly tank incoming. Over. Donc là, j'entends le sol se met à trembler. J'entends le bruit du moteur. Puis là, je fais comme fuck. Parce que ça vient du côté ukrainien. Fait qu'au moins, c'est pas un char russe. Sauf que les maisons dans lesquelles j'étais, c'était des maisons contestées. Il y avait des Russes et des Ukrainiens. Donc là, je me dis, OK, je regarde, je pop ma tête. Je vois le canon du char qui fait comme ça sur moi. Et donc là, vite, je sors
mon uniforme avec le tape dessus. Là, c'était du tape vert. Fait que je le montre, je suis comme, je suis un ami. Puis le canon fait comme, whoop, puis il retourne viser vers l'extérieur de la maison. Close call aussi. Puis le dernier, c'était encore sur cette mission-là. Là, j'ai réussi à traverser le village de maison en maison comme ça. J'ai rejoint l'autre partie de mon équipe. On avait pris la position. On a tenu la position. Mais ce jour-là, les Russes ont tout envoyé ce qu'ils avaient. Tout. Et ce jour-là, écoute, artillerie, mortier, drones kamikazes, les drones Shahid iraniens, ça sonne comme une tondeuse qui vole. C'est même pas une blague. Ça sonne comme une tondeuse qui vole au-dessus de toi puis qui attend pour trouver une cible. Puis psychologiquement, c'est très difficile de rester concentré quand tu l'entends, tu sais qu'il est là. Puis la seule chose que tu peux faire, c'est continuer ton travail en espérant que c'est pas toi la cible. Les drones qui lancent des petites grenades aussi, ils nous ont manqué, mais ils étaient là. Et finalement, les chars T-90. Les chars T-90, c'est le meilleur char russe en service en Ukraine en ce moment, dans le cadre de l'invasion. Puis, je veux faire un lien avec le soutien que le gouvernement canadien fait en Ukraine parce que ce jour-là, j'aurais été content que des chars Léopard soient dans les mains des Ukrainiens. Parce que les chars russes étaient à 200 mètres de nous, les tanks. Nous, on était dans des petits trous, pas très profonds. Puis les T-90, ils utilisent des obus qu'on appelle airburst. Ça veut dire que l'obus, il est programmé pour exploser au-dessus du trou. Puis il n'est pas fait pour détruire un autre char. Les obus qu'ils ont utilisés contre nous ce jour-là, c'était des obus qui étaient faits pour du antipersonnel, donc pour nous tuer. Puis du airburst avec des petites fléchettes en métal, 2000 fléchettes par obus. Donc il explose, puis ça projette des fléchettes en métal dans toutes les directions, puis il y en avait sur les arbres autour de nous, puis par un miracle, on s'en est tous sortis. Ils ont aussi utilisé des obus qui font comme de la grenouille, comme quand tu vas à la chasse à l'oie. Puis ce jour-là, c'était aussi close call, puis je témoigne que les chars Léopard sont nécessaires et vont faire une différence en Ukraine. Prochaine question. Quels outils tu utilises pour rester calme ou pour la résilience psychologique? Moi, l'outil que j'ai le plus utilisé, c'est un outil que j'ai appris dans les Forces armées canadiennes, qui est la respiration tactique. Okay? Il y a plein de noms pour ça, box breathing, respiration tactique. C'est un outil qui a été développé autant pour les athlètes olympiques que par l'armée américaine et qui est enseigné à des formations pour les entrepreneurs aussi. Puis honnêtement, tout le monde qui a quelque chose de stressant le lendemain matin peut faire le test. Tu sais, demain matin, si vous avez un examen, une rencontre avec une personne stressante de votre vie, une performance sportive ou une conférence, ou dans notre cas, une mission, bien, la respiration tactique, ce que tu fais, c'est que tu prends une respiration qui dure 4-5 secondes, tu bloques avec les poumons pleins. 4-5 secondes, après tu expires pendant 4-5 secondes, tu bloques avec les poumons vides, puis après tu fais un autre 4-5 secondes, puis tu complètes le carré. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça te permet de passer... là, je vais faire une petite capsule bio, là. Le système nerveux sympathique et parasympathique. Quand tu es au repos, c'est ton système nerveux parasympathique qui travaille pour garder tes fonctions vitales au ralenti. Ton rythme cardiaque est normal, tes pupilles sont normales. Puis quand il y a un événement stressant soudain, puis que ton corps doit entrer en mode combat, un accident de voiture, une performance quelconque, là, c'est ton système nerveux sympathique qui entre en jeu. Puis tout le monde connaît ces symptômes-là. Ton rythme cardiaque augmente, tes pupilles se dilatent pour que tu vois mieux dans le noir, entre autres. Tu as une sécrétion d'adrénaline, tu te sens prêt à tout. Puis, ce qu'on sait moins aussi, c'est que tu as une vasodilatation, donc les capillaires, les vaisseaux sanguins se dilatent dans tes muscles pour que tu sois plus fort, et tu as une vasoconstriction des vaisseaux sanguins dans les intestins et tout ce qui est relié au système immunitaire. Donc, ton système digestif ne marche pas, ton système immunitaire est à plat. Donc, pour revenir à la question, moi, une des choses qui m'a aidé, c'est être conscient de ça. C'est être à l'écoute des signaux que je reçois, comme crime, je suis malade tout le temps, etc. Mais ce que tu peux faire, c'est de la respiration tactique, ça va baisser le rythme cardiaque. C'est une des façons pour passer d'un état d'alerte à un état calme. Fait que moi, je l'ai utilisé quand je me faisais bombarder. Il y a un moment où les obus de mortier tombent partout autour de nous, puis moi, je me suis mis à faire de la respiration tactique. Parce que tu fermes les yeux, tu fais ça, tu ouvres les yeux, t'es là. Comme t'es là, tu comprends que tu ne contrôles pas l'obus, il va tomber où, mais tu contrôles ta réaction.
Tu contrôles tes décisions, tu contrôles ce que tu dis à la radio, la direction où tu vas. J'ai aussi utilisé le continuum de la santé mentale des Forces armées canadiennes. Puis honnêtement, je pense qu'on est rendu à une époque où la santé mentale, c'est plus un tabou, puis on peut en parler. Donc, c'est pas une question de courage. Je pense que la vraie force, c'est pas de ne pas avoir de faiblesses, c'est de connaître tes faiblesses, être capable de les mitiger, les accepter. Ça veut dire que quand tu es dans un milieu comme dans lequel nous on était, il n'y a pas de tabou sur la santé mentale. Nous on s'en parlait ouvertement. Puis il y a une phrase en anglais, ça dit There's nothing wrong with getting the right tools for the right job. Si je m'en vais grimper l'Everest, est-ce que je vais aller pieds nus? Ben non. Mais de la même façon, si je veux gravir mon Everest intérieur, je vais m'équiper avec les meilleurs outils possibles. Puis ça, des fois, ça veut dire aller chercher des conseils professionnels. Puis il y a des gars qui le faisaient, puis tout le monde avait un numéro s'il y en avait besoin. C'est comme, hey, voici les outils que j'utilise, j'aurais besoin d'un coup de main pour dealer avec telle chose. Puis on a des outils en plus. Parce qu'un bon soldat, c'est quelqu'un qui utilise tous les outils à sa disposition. Ça veut dire être connecté à ce que ton corps t'envoie comme signal. Toujours dans les choses qui m'ont aidé, OK, il y a l'amour. Puis, je prends ici des dessins. Moi, je m'étais lié d'amitié avec une famille ukrainienne, puis les petites filles de cette famille-là m'avaient envoyé des dessins. Puis, je vous les montre, OK, parce que ce qui te permet de passer à travers, honnêtement, c'est la motivation. C'est de te rappeler pourquoi tu es là. Puis, quoi de plus beau pour se rappeler pourquoi on est là qu'une petite fille ukrainienne qui te fait un dessin comme celui-là. Fait que to axe. Puis en gros, elle m'a expliqué après que ce qu'elle voulait dire, c'est que les militaires ukrainiens donnaient la liberté à l'Ukraine. Puis dans celui-là, c'est encore une fois, c'est pour axe, puis c'est moi avec elle. Fait que je peux vous dire que t'as beau être dans la pire merde cette journée-là, être malade, être blessé ou que ton ami va mal, quand tu fermes les yeux, que tu penses à ça, puis que tu rouvres les yeux, la détermination, elle est là. Puis deux derniers points sur la résilience mentale. Il y en a un, la connexion avec son animal intérieur. Je ne sais pas à quel point c'est relié à la résilience mentale plus que juste à la survie, mais dans le monde dans lequel on est, c'est très rationnel, c'est très cartésien. Tu as un horaire de ta journée, tu as des timings, tu as des heures. Mais pour survivre là-bas, il faut que tu sois connecté à ton animal intérieur. Ça veut dire que tous tes sens sont aux aguets, particulièrement les oreilles. Puis, avec le temps, tu apprends avec le bruit que la bombe fait, tu apprends à savoir c'est quel type de bombe, où est-ce que ça va tomber. Fait que là, on va entendre les bruits de roquettes Grad. Donc, quand on s'est fait bombarder plusieurs fois par des roquettes Grad, qui sont peut-être vous avez déjà vu ça, c'est un camion qui lance comme une vingtaine de roquettes en même temps, puis ça fait psh, 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 puis ça tombe, puis ça tombe sur l'espace d'un terrain de soccer, puis ça détruit tout ce qu'il y a sur le terrain de soccer. Puis, heureusement, les fois où on s'est fait bombarder, j'étais dans un trou, puis il n'y a pas de roquette qui est tombée dans le trou, mais on va entendre le bruit. Les bombes à sous-munitions, ça fait un bruit spécifique aussi. Les mortiers, ça fait un autre bruit spécifique. Puis les drones qui droppent une grenade, ça fait aussi un autre bruit. Donc, tu finis par t'habituer à ces bruits-là, en fait, puis ton animal intérieur, il est capable de te dire « OK, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux ».
Puis, dernière chose, c'est la différence entre la peur de mourir puis le désir de survivre. C'est deux choses complètement différentes. Les deux sont reliés au fait de ne pas vouloir mourir, OK? La peur de mourir et le désir de survivre. Mais la peur de mourir va te faire rester dans un trou moyen alors que les bombes tombent, alors que le désir de survivre, lui, va te faire prendre un risque, courir en dehors de ton trou pour aller chercher un meilleur abri que tu as vu 10 minutes plus tôt. Puis tu vas le lendemain matin te lever, puis regarder le trou où est-ce que tu étais le soir d'avant, il n'existe plus. Il y a une bombe qui est tombée dedans. Puis ça m'est arrivé. Donc, la peur de mourir, c'est quelque chose, mais ça ne permet pas de prendre des bonnes décisions. Le désir de survivre, la détermination, qui est aidée par les dessins, par l'amour des proches, puis par le désir de gagner pour l'Ukraine, ça te fait prendre des bonnes décisions. Just another Monday. Yeah. Allez, mes potos. Allez. Another fun Friday. Fait que ça, c'est pour tout ce qui est résilience mentale. OK, la prochaine question que les gens me demandaient, c'est « Est-ce que tu détestais les Russes? » La réponse est non. Je déteste pas les Russes. Je pense que la Russie est un grand pays avec une grande histoire. J'ai pas de haine. J'ai beaucoup de colère, par exemple. J'ai de la colère d'avoir vu les villes réduites. Dans le fond, dès que les Russes perdaient un village, ils se retiraient du village puis ils le bombardaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis quand je dis plus rien, c'est plus que votre imagination peut penser. J'aimerais ça juste pouvoir vous dire où on était pour que vous puissiez aller voir sur YouTube, sur Google, parce qu'il y a des gens qui ont filmé des images, mais je peux pas, pour la sécurité des gens qui sont encore là. Mais plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a même plus des murs, il n'y a rien de vivant, tout est tordu, tout est détruit. Puis ça, c'est de la colère. La colère puis ça se fait pas en un après-midi, c'est persistant, c'est sur des semaines, des mois, jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Fait que beaucoup de colère, mais pas de haine. On a fait des prisonniers russes 2 fois. Les 2 fois, on les a bien traités, puis j'en suis très fier, parce qu'une des raisons pour lesquelles moi je suis parti, c'est que je me disais, comme juriste, qui a travaillé avec les conventions de Genève pendant des années, et comme soldat, avec un entraînement, je vais pouvoir aller là-bas comme un professionnel. Puis ça, un professionnel, ça veut dire, une fois que l'ennemi dépose les armes, c'est plus un combattant. Tu le prends, tu l'amènes, il reçoit des soins médicaux. Puis vous allez voir sur les images, on a pris des prisonniers russes. Ils ont été bien traités, ils ont reçu du traitement médical tout de suite. Il n'y a pas de haine, je déteste pas les Russes. Je déteste la décision de la Russie d'attaquer l'Ukraine. Puis je pense de toute façon qu'un bon soldat se bat pas parce qu'il haït ou déteste ce qui est en face de lui. Il se bat parce qu'il aime ce qu'il y a derrière lui. Puis moi, j'aime l'Europe, j'aime l'État de droit, comme j'ai parlé au début, là. La liberté. Donc, il n'y a pas de haine, mais ma mère m'a toujours dit pas de haine. Puis, par contre, de la colère, oui. De la colère, oui. Quelles armes j'ai utilisées? Ça, c'est une autre question. J'en ai utilisé 6. J'ai utilisé essentiellement 6. J'ai utilisé un AKM, donc c'est un AK-47, c'est chambré en 7,62 par 39. J'ai utilisé un M14 avec lunettes, une optique de grossissement dessus, chambré en 7,62 par 51. J'ai après ça utilisé... on a récupéré des armes russes, un AK-74 chambré en 5,45 par 39, que j'ai utilisé aussi. Lance-grenades, donc M320, c'est des grenades de 40 mm là, que tu es capable d'aller jusqu'à 400 mètres. J'ai utilisé un RPK, qui est une mitrailleuse légère, chambrée en 7,62 par 39, puis des lance-roquettes. Les lance-roquettes, essentiellement, c'était des Bull Spike. C'est une roquette de RPG-22 dans un lanceur jetable. Ça demande de la polyvalence. Ça fait le tour pas mal de ce que j'ai utilisé là-bas. Mais parlant d'armes, toutes les armes ont leur défense. Puis ça, c'est une plaque balistique russe
que j'ai récupéré. C'est relativement lourd, c'est du métal à l'intérieur. Je pense que c'est du niveau 3, donc ça arrêterait des petits calibres. Mais après qu'il y ait un gars de notre équipe qui a été blessé dans cette zone-là, fait que c'est fait pour être porté au niveau de l'estomac, moi je l'ai récupéré puis je me suis mis à l'utiliser sur chaque mission. Une façon dont cette guerre-là est différente de toutes les autres guerres que les gens peuvent avoir expérimentées, puis on avait des vétérans dans l'équipe de plusieurs types de guerres, c'est que c'est une guerre d'artillerie. L'artillerie, c'est du tir indirect. Ça veut dire que c'est un canon qui est à 10 km de là, qui tire, puis il y a un opérateur de drone qui regarde où ça atterrit, puis qui dit « OK, 200 mètres à l'ouest, 50 mètres au nord. » OK? Puis, personne n'est préparé pour ça. L'artillerie, c'est comme... La meilleure comparaison, c'est que c'est comme le tonnerre, quand ça tombe vraiment proche de toi. Quand le tonnerre est proche de toi. Tout vibre. L'artillerie, c'est un coup de poker. Ça peut tomber à côté, ça peut tomber sur toi. Mais en Ukraine, c'est une guerre d'artillerie. Puis j'inclus là-dedans les mortiers, tout ce qui tombe du ciel, les roquettes Grad, les missiles, les drones kamikazes. Puis dans mon expérience, 95% des pertes sont reliées à l'artillerie, sont reliées à des choses qui tombent du ciel puis qui font des morceaux de métal. 95%. 3%, ce seraient les mines. Les mines donc, qui explosent quand tu poses le pied dessus ou qui sont déclenchées par un fil ou par le tremblement de la terre quand tu marches. Puis 2% seulement, c'est les échanges de feu. Donc, c'était bien important de comprendre que c'est pas comme on peut l'imaginer, des échanges de feu avec des fusils. Puis ça, c'est peut-être 2% du temps, là. 95% du temps, il est consacré, parce que j'ai dit 95% des pertes, mais l'emploi du temps, il reflète ça. Donc, 95% de ton temps, soit tu es en train de fuir l'artillerie, de l'éviter, de te cacher, ou de coordonner l'artillerie en donnant des positions, des coordonnées d'une position russe, la localisation. 3% du temps, tu te déplaces puis tu essaies de repérer s'il n'y a pas des mines ou des pièges. Puis 2% du temps seulement, tu es à portée de voie ou à portée de tir des Russes puis de l'adversaire. Puis à ce moment-là, tu peux rentrer dans l'échange de feu, mais... ici, on va conclure avec ça. Ici, on a une ration de l'armée russe. Puis il faut leur donner ça. Elles sont très bonnes. Puis on en mangeait régulièrement, merci à la Russie. Donc ici, ça dit Armia Russia. Je confirme qu'elles sont bonnes et qu'elles se mangent très bien. Maintenant, je vais conclure. J'avais 2 objectifs en choisissant de témoigner. Un, c'était témoigner du courage des volontaires internationaux et des Ukrainiens, que le monde entier puisse voir ce qui se fait là-bas, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas raconter ces histoires-là. Et 2, je veux sensibiliser les gens au fait que cette guerre-là continue, que ces gens-là ont besoin d'aide, que l'Ukraine peut gagner la guerre si on lui donne le soutien nécessaire. Puis je suis très fier, je suis très, très fier que le gouvernement canadien soutienne l'Ukraine. Je suis fier qu'on ait envoyé les chars Léopard, que nos militaires donnent de la formation aux Ukrainiens. Mais on peut faire plus et on peut faire mieux. Donc, s'il vous plaît, pensez aux gens qui sont encore là-bas. On a toutes nos préoccupations. Okay? Il n'y a pas assez de place en garderie. Il y a de l'influence étrangère dans nos élections. Je ne demande pas aux gens de penser à ça tous les jours, mais gardez en tête que ça continue. Pensez aux gens qui sont là-bas et qui se tiennent debout pour les principes qu'on aime aussi. Puis c'est ça la règle de droit. C'est un privilège qu'on a chez nous. C'est fragile. Puis en ce moment, il y a des gens qui se battent sur le front ukrainien pour défendre ces principes-là. Donc pensons à eux. Et puis à ceux qui sont là-bas, je dis Slava Ukraini. Merci.